Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 347e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 347e édition, nous avons le plaisir de vous parler d'un thème opportun. Thème intitulé « Budget de la République, une source d'information financière publique ». Pour avoir cette émission d'une grande portée pour tous, nous avons le privilège et le plaisir de partager ce plateau avec, je dirais, le grand patron du budget, le professionnel, M. Jean-Michel Silin. Monsieur Silin, bienvenue à notre émission. Bonjour M. Payan, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, internautes et de Radio Télé-Guinée. C'est un plaisir pour moi d'être invité à cette émission pour parler du budget et de la Direction générale du budget. Merci de m'avoir invité. Okay. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local au numéro 17 de la rue El Bossan. L'Ordre invite tous ses membres à participer à l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 août prochain à 5h à l'hôtel Montana. L'Ordre aussi organisera des élections pour avoir un nouveau conseil. Nous invitons les confrères et les consoeurs à prêter attention de façon à intégrer le gouvernement d'OCPA. Au cours du mois de novembre, eh bien, l'Ordre aura participé à la conférence interaméricaine de comptabilité. Il y a également, en cours de préparation, le congrès des experts comptables francophones. Congrès auquel participe toujours une bonne délégation d'OCPA. Nous invitons encore une fois les confrères et consoeurs à se renseigner auprès de la direction de l'OCPA. À chaque émission, nous apportons aussi quelques informations. Eh bien, ce mois particulièrement, au début de ce mois, eh bien, nous avons à vous faire remarquer que la Direction générale des impôts a atteint près de 5 milliards de gouttes de recettes. Donc, c'est l'occasion pour nous d'en faire état et de féliciter à la fois le collecteur, la DGI, et aussi les contribuables qui, dans une certaine mesure, ont amélioré leur déclaration d'impôts. Et à cette émission, aussi, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle le contrôle inopiné. Les articles 75, 176 du décret relatif à l'impôt sur le revenu prévoient le contrôle inopiné que peut effectuer l'administration fiscale. Eh bien, un contrôle inopiné vise particulièrement à constater la documentation dont dispose le contribuable, ou bien à collecter les informations chez un contribuable en rapport avec d'autres contribuables. C'est ce qu'on appelle le recoupement d'informations, la collecte d'informations. Donc, le contrôle inopiné n'est pas une vérification de comptabilité. D'ailleurs, la loi prévoit très clairement la procédure à suivre pour effectuer une vérification de comptabilité. Donc, encore une fois, nous lançons cet appel à nos amis de la DGI pour leur dire qu'il ne faut pas convertir un contrôle inopiné en vérification de comptabilité. Parce que la loi prévoit deux procédures distinctes. Ce sont d'ailleurs deux opérations distinctes. L'émission du jour a pour thème « Budget de la République, une source d'information financière publique ». Dès qu'on parle de budget, eh bien, on parle essentiellement des dépenses de l'État et des voies et moyens, c'est-à-dire des ressources prévues par l'État et des emplois. Et les sources
financières, les ressources de l'État viennent de nous, contribuables, sous forme d'impôts, droits de taxes, et aussi d'autres, des subventions, aides, emprunts, etc. Donc, l'État, en tant qu'agent économique, rationnel, démarre toujours son activité économique par le budget. Le budget, c'est le document, je dirais, qui est destiné à nous renseigner en tant qu'agent économique sur les grandes orientations de la politique économique, financière de l'État. C'est pourquoi la première question que nous avons adressée à M. Silin, tout d'abord, M. Silin, veuillez vous présenter brièvement au grand public. Merci, bonjour, je suis Jean-Michel Silin, je suis directeur général du budget depuis le mois d'avril. Cette année va faire 18 ans depuis que je travaille au ministère de l'Économie et des Finances et plus précisément à la direction générale du budget. J'ai fait le début de ma carrière à la direction des études et de la programmation budgétaire jusqu'en 2015 où j'ai été promu directeur général adjoint. Je suis économiste de formation avec une maîtrise en spécialisation en évaluation sociale de projets et des expériences acquises en budgétisation et en statistique de finances publiques. En gros, voilà le personnage que je vous présente maintenant. D'accord, et merci et félicitations aussi. Merci. Monsieur Silin, présentez-nous la direction générale du budget. La direction générale du budget, c'est ce qu'on appelle en langage administratif un service techniquement déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances. C'est un bras spécialisé qui s'occupe d'une tâche particulière qui concerne la préparation des lois de finances, des projets de loi de finances, ou bien du budget, le suivi de son exécution et le contrôle de l'exécution budgétaire. La direction générale du budget dispose de 138 personnes qui travaillent à mieux présenter le budget d'année en année et à améliorer le suivi et le contrôle des dépenses de l'État. Donc, alors, la direction générale du budget a cette fonction spécifique, vous avez bien dit, service déconcentré du MEF. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'orientation de la direction du budget dans les autres régions du pays? Non, la direction générale du budget n'a pas de représentation géographique dans les départements. Donc, pour l'instant, parce que c'est en devenir, puisque là, avec le déploiement des postes comptables au niveau des régions, ça va nécessiter que des contrôleurs financiers leur soient adjoints. Donc, dans un avenir très proche, il est prévu que la direction générale du budget soit déployée dans les différentes directions départementales. Mais pour l'instant, la direction générale du budget a son siège au centre-ville, et plus particulièrement à l'avenue Charles Sommer. Très bien. Monsieur Silin, on voit le budget, on voit ce document présenté en 2 volumes et qui est une source, une mine d'informations. Mais comment ça se fait, comment ça se réalise étape par étape pour arriver à ce document-là? Je vais enchaîner sur la brillante introduction que vous avez faite tout à l'heure quand vous parlez de l'importance que revêt le budget. Et le budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses. Donc, on est à un moment donné, on prévoit le volume de ressources que l'État va devoir collecter et quelles sont les dépenses qui vont être financées à partir de ces ressources. Mais le budget, et laissez-moi vous dire que c'est un document d'opérationnalisation. Cela suppose qu'au départ, il y ait une planification. Donc, le budget découle tout d'abord d'une planification stratégique sur 20, 25, 30 ans. Actuellement, nous disposons du PSDH. Et ensuite, ce plan stratégique sur 30, 20 ans est découpé en des plans qui peuvent être quinquennaux ou bien triennaux, dépendamment du pays. Donc, le plan stratégique donne l'orientation à long terme, des découpages à moyen terme, et finalement, on a le volet opérationnel, c'est le budget qui est élaboré pour la période d'une année. Chez nous, c'est l'exercice fiscal qui commence le 1er octobre et qui se termine le 30 septembre de l'année prochaine. Donc, le budget prend sa source des différents plans stratégiques quinquennaux ou bien triennaux qui ont été préalablement élaborés. Donc, quand on prépare le budget, la première étape,
c'est la révision de ces cadres pluriannuels pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui n'a pas été atteint, et comment et corriger, rectifier le tir pour que les objectifs prévus initialement soient atteints. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme le budget prévoit des ressources qui dépendent de l'activité économique, donc il est impératif que l'on sache comment va évoluer l'activité économique l'année prochaine pour savoir quel sera le niveau de ressources à collecter. Quand on parle de l'impôt sur le revenu, il faut qu'on ait une idée du niveau de revenu. Quand on parle de la taxe sur chiffre d'affaires, il faut qu'on ait une idée du volume du chiffre d'affaires pour l'année prochaine pour savoir basé sur un pourcentage à percevoir, quel sera le niveau de ressources que l'État va collecter. Et n'oubliez pas que nous entretenons des relations avec l'extérieur. Donc l'État finance ses dépenses également à partir des emprunts et des dons. Donc toutes ces informations-là, nous devons les disposer avant même de tabler sur les chiffres spécifiques sur le budget. Donc la première chose, c'est vérifier quelles sont les hypothèses macroéconomiques qui vont soutenir le budget pour l'année prochaine. Donc, on parle du PIB, le produit intérieur brut, on parle de l'inflation, on parle du taux de change, un ensemble d'indicateurs macroéconomiques qui nous permettent d'asseoir nos prévisions budgétaires. C'est ce qu'on appelle le cadre macro-budgétaire. Maintenant, le cadre macro-budgétaire étant élaboré, on sait quel est le volume de recettes que l'on va collecter. Maintenant, quelles sont les dépenses que l'on va financer avec ces recettes. Okay? Mais il faut dire qu'avant, on a une situation de départ, c'est-à-dire il y a des institutions qui fonctionnent, il y a un personnel à rémunérer, il y a des bâtiments à entretenir. Donc tout ça fait partie d'un état des lieux qui doivent être financés, qu'on le veuille ou non. Donc la deuxième chose qu'on fait, après avoir tablé sur le volume de ressources, eh bien, on regarde ce qu'on appelle les mesures acquises, les crédits de reconduction, c'est-à-dire des dépenses qu'on ne saurait ne pas faire. C'est-à-dire les bâtiments sont là, on ne peut ne pas les entretenir. Okay? Le personnel est là, il faut les rémunérer. Donc on fait ce calcul-là au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du ministère de la planification et de la coopération externe avec les projets en cours qu'on va devoir continuer. Et à ce moment-là, on prépare les grandes orientations budgétaires sous l'autorité du Premier ministre. Parce que là, une fois qu'on a le niveau de base, maintenant, il revient au gouvernement sur la base de ses priorités, de dire au ministère, voilà ce qu'il y a comme situation de base. Maintenant, voilà les priorités pour l'année à venir, voilà les orientations qu'on vous donne. Maintenant, sur la base de ces orientations-là, vous allez préparer vos propositions de dépenses que vous allez soumettre à la fois au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la planification et de la coopération externe pour discussion. Okay? Donc, les secteurs reçoivent cette correspondance qu'on appelle la lettre de cadrage, qui est une lettre circulaire adressée à toutes les institutions, et ils préparent leurs propositions de budget sur la base des orientations données par le Premier ministre à travers cette lettre de cadrage. Ils soumettent cette proposition au ministère de l'économie et des finances, qui en fait l'analyse et qui organise ce qu'on appelle des conférences budgétaires. Les conférences budgétaires, ce sont des rencontres entre les cadres du ministère de l'économie et des finances et ceux des différents secteurs. Donc on se réunit, on discute des prévisions, le secteur dit voilà ce dont on aura besoin pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés. Nous, autres ministères, nous disons voilà la soutenabilité financière, etc. Donc les discussions se font, il se peut qu'on s'entende dans les premières discussions, il se peut qu'on ne s'entende pas, comme nous sommes des techniciens, on se réfère au supérieur. C'est-à-dire, le ministre parle à son homologue pour dire, voilà, et les discussions qui ont été faites, on n'est pas satisfait des échanges, est-ce qu'il n'y a pas moyen de viser plus haut? Le ministre peut s'entendre, tout comme ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'entente en ce moment. C'est le gouvernement, le Premier ministre, en Conseil des ministres, qui tranche finalement sur les allocations budgétaires pour chaque secteur. Ensuite, le document est préparé, signé en Conseil des ministres, retourner au budget pour en faire le montage et préparer le document final qui va être déposé au plus tard le 30 juin à la Chambre des députés selon le vœu de la loi et de la Constitution. Donc, en gros, ça c'est la partie échange avec les secteurs.
Le document est déposé à la Chambre des députés qui dispose de 30 jours pour en faire l'analyse et l'adoption. Ensuite, ça doit se rendre au Sénat, dépendamment des ententes qui ont eu lieu. Il peut y avoir navette, c'est-à-dire si le Sénat n'est pas d'accord avec les modifications faites par la Chambre des députés, le document est retourné et vice-versa, jusqu'à ce que les 70 jours soient écoulés. Et dans l'hypothèse où le document est adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, ça va à l'exécutif qui a 8 jours pour objecter. Une fois, s'il y a objection, on fait des échanges. S'il n'y en a pas, le document est finalisé au niveau de la Direction générale du budget pour être promulgué et publié, et au plus tard le 30 septembre pour être prêt à être exécuté le 1er octobre de l'exercice prochain. Très bien. Alors, vous avez parlé de la lettre de cadrage, vous avez parlé du cadre macroéconomique, mais quelles sont vos sources d'information premières pour arriver, je dirais, à la formulation de ces différents paramètres? Je pense à l'IHSI particulièrement. Oui, justement. Quand on prépare le budget, il y a une grande commission. C'est celle qui est présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, celui de la planification et de la coopération externe. Okay? Donc, c'est la grande commission, mais il y a 3 sous-commissions. Il y a la sous-commission de cadrage macroéconomique. Effectivement, comme vous avez dit, la sous-commission de cadrage macroéconomique est coordonnée par la Direction des études économiques et est composée de l'IHSI, entre autres, des cadres de la Direction générale du budget, de ceux du ministère de la planification. Donc, tous ces cadres-là travaillent sur les projections macroéconomiques qui vont supporter le prochain budget. Donc, ces commissions-là travaillent conjointement sur la base d'informations. Il faut dire que quand le budget est exécuté, il y a un suivi continu qui est fait. On regarde est-ce que les prévisions qui ont été faites vont être de mise pendant toute l'année. C'est pour ça qu'on parle certaines fois de budget rectificatif. Quand, par exemple, on constate que les prévisions initiales ne peuvent pas être atteintes. Si les prévisions ne peuvent pas être atteintes, à ce moment-là, on va procéder à une rectification du budget. Donc, on fait un suivi continu pour voir, avec l'IHSI, avec la Direction des études économiques et tous les secteurs concernés, pour voir est-ce que les indicateurs initialement prévus vont être atteints d'ici au 30 septembre. Donc, ce suivi est fait continuellement. Et cette sous-commission-là travaille déjà, avant même de commencer, on a déjà des informations de base qu'on va réviser en fonction de la conjoncture. Donc l'IHSI est partie prenante, tout comme la Direction des études économiques, qui constitue une mine d'informations pour les indicateurs macroéconomiques. Très bien. Alors, ce cadre macroéconomique, une fois défini, et vous avez parlé des dépenses qui sont incontournables, mais peut-être pas incompressibles. Par exemple, est-ce qu'au niveau, par exemple, de la masse salariale, la direction du budget par rapport aux prévisions de recettes peut avoir une inquiétude particulièrement? Oui, en fait, nous vérifions également la soutenabilité des prévisions budgétaires. Okay. Il y a 2 indicateurs clés, comme vous avez dit, la masse salariale, le poids de la masse salariale dans les recettes domestiques, ça attire toujours notre attention. Okay. Quand on a une masse salariale qui représente 50% des recettes domestiques, ça commence à être inquiétant. Ça veut dire que une bonne partie de vos recettes est utilisée pour payer le personnel. Quand vous n'arrivez pas à dégager un solde courant positif, ça veut dire que vos recettes courantes n'arrivent pas à couvrir vos dépenses courantes. Okay? Ça veut dire que le budget n'est pas soutenable. Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de financer vos dépenses courantes, voire pour investir. Or, si on veut atteindre la croissance, c'est par les dépenses de capital. Donc, ce sont des indicateurs clés. Et chaque fois que ça arrive, nous attirons l'attention des supérieurs pour leur dire attention. Et vu le rythme auquel va la masse salariale, ça commence à être inquiétant. Eh bien, vous avez parlé de plans quinquennaux, plans triennaux, le plan stratégique. Mais est-ce qu'effectivement ces documents-là sont tout aussi déterminants que les éléments de conjoncture pour l'élaboration du budget? Oui, et ces documents sont vraiment déterminants dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget, c'est un document opérationnel. Si le cadre stratégique n'est pas bien défini, le budget va en pâtir. Donc, c'est le budget qui va subir le coup. Et ça va faire que les résultats escomptés ne seront pas atteints. Certains font critiquer le budget parce qu'effectivement, les résultats visés ne sont pas atteints, mais ce n'est pas le budget en soi
qui pose problème, c'est les documents auxquels le budget fait référence. Normalement, dépendamment de la période, quand il y a un nouveau gouvernement, on se réfère également à la déclaration de politique générale, qui donne des objectifs à moyen terme également. Donc, ces documents sont importants et on s'en réfère souvent à chaque fois qu'on prépare, qu'on élabore le budget. Très bien. Alors, le projet de budget est élaboré par la direction du budget, mais la formulation des objectifs, est-ce que ça relève du budget ou bien le budget ne fait que constater la formulation des objectifs? Dépendamment, il y a des objectifs stratégiques, il y a des objectifs opérationnels. Donc, les objectifs stratégiques sont définis à un plus haut niveau. Okay? Les objectifs opérationnels, on les regarde, on en discute avec les secteurs pour dire on pourrait avoir telle ou telle formulation. Et les objectifs, certaines fois, les gens confondent les objectifs à des vœux. Okay? On peut avoir des vœux. On va améliorer la situation sanitaire du pays. Ce n'est pas forcément un objectif. Pour nous autres, quand on prépare le budget, il faut qu'il y ait des indicateurs. Il faut que les objectifs soient assortis d'indicateurs. Donc c'est pour ça, même quand les secteurs sont à même de définir leurs objectifs au niveau opérationnel, nous autres, à la Direction générale du budget, au ministère de la planification aussi, nous les aidons, nous travaillons avec eux pour que les objectifs soient beaucoup plus présentables, plus accessibles, dépendamment du niveau des ressources dont nous disposons. Très bien. Vous avez parlé de vœux, effectivement. Vous avez parlé de soutenabilité. Maintenant, est-ce qu'il vous arrive des fois d'être parti dans une situation, un véritable dilemme entre, je dirais, les vœux et, je dirais, la réalité? Oui, n'oubliez pas que nous vivons dans un pays où les ressources sont extrêmement rares. C'est la bataille, je dirais, quotidienne que nous menons. Et chaque fois que les secteurs présentent leurs objectifs, la soutenabilité financière n'est pas toujours évidente. Est-ce qu'on a les moyens de financer certains objectifs? Ce n'est pas que nous autres, on n'est pas conscients que c'est une bonne chose pour le pays, de scolariser tous les enfants, ou bien que le taux de couverture médicale passe de 1 à 100%. Okay? Donc, c'est un objectif intéressant, mais est-ce qu'on a les moyens de les financer? Okay? Donc, c'est la bataille au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, nos collègues du ministère de la Planification, que nous menons avec les secteurs, qui disent « Ah, voilà, nous avons nos objectifs, mais on ne nous donne pas assez de moyens pour les atteindre. » Mais nous disons que souvent, que on dit en créole, canari pas souce. Oui. Donc, ça veut dire que même si vous avez les objectifs, il faut les intégrer, les insérer à l'intérieur des enveloppes disponibles et des enveloppes budgétaires disponibles. Alors, enveloppe budgétaire disponible, le budget est là, les prévisions sont là, les dépenses sont, je dirais, sont énormes, mais comment faire ce tri rationnel par rapport aux ordres de priorité? Les priorités. La première chose, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des plans pluriannuels. Parce qu'on peut séquencer les priorités. Okay? On peut ne pas tout faire maintenant, mais étaler sur plusieurs années. C'est l'une des premières recommandations que nous faisons au secteur. Et la deuxième chose, nous discutons sur des bases techniques, mais les décisions sont prises à un niveau plus élevé. Okay? N'oubliez pas que le document doit être adopté en Conseil des ministres et c'est là que les responsables vont trancher sur les allocations définitives à faire. Et le document doit être transmis au Parlement également, qui sont des mandants qui représentent la population en quelque sorte. Donc, eux vont pouvoir décider également sur la manière dont les allocations sont faites. Okay? Ils ont cette latitude que leur donne la Constitution. Donc, il y a plusieurs niveaux d'arbitrage. À notre niveau, c'est technique, okay? Mais à un plus haut niveau, au niveau du ministre des Finances, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, il y a d'autres formes d'arbitrage jusqu'à arriver au niveau du Premier ministre qui finalement va trancher en ce qui a trait du projet de loi de finances à déposer au Parlement. Donc, lorsque pratiquement vous avez un point de vue technique et qu'au niveau de l'arbitrage, on ne vous donne pas raison, est-ce que vous vous sentez perdant, frustré? Non, au contraire, c'est de bonne guerre. C'est normal que nous
soyons pas d'accord, nous ne pouvons pas toujours être d'accord sur les prévisions. Mais ce que nous faisons, nous préparons un rapport pour dire voilà comment ont été les discussions, voilà la proposition du secteur, voilà une position mitoyenne sur laquelle nous avons essayé de nous entendre mais qui n'a pas abouti. Voilà les recommandations et nous laissons le soin à nos supérieurs de prendre les décisions qui s'imposent. Très bien. Nous rappelons que vous suivez l'émission qui a pour thème Budget de la République, une source d'information financière publique. Notre invité, M. Jean-Michel Silin, directeur général de la direction du budget. Ainsi, nous prenons une pause pour vous revenir tout à l'heure. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 347e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème Budget de la République, une source d'information financière publique. Notre invité, M. Jean-Michel Silin, directeur général de la direction du budget. Au cours de la première partie de l'émission, M. Silin vous a expliqué le mécanisme, la procédure suivie pour arriver à ce document d'une grande importance. Ça passe à l'aide de cadrage, aux conférences budgétaires, ensuite au renvoi de ce document, aux discussions qui ont lieu entre les techniciens et, je dirais, les différents acteurs politiques pour arriver à ce document final qui est rendu public. Maintenant, arrivé à cette phase-là, le document est remis au grand public. Monsieur Silin, comment peut-on lire le budget? C'est l'une des critiques en fait qu'on reçoit sur le budget, c'est qu'on trouve que le document est peu lisible. Pour les non-initiés, c'est pas évident de comprendre le budget. C'est pour ça que depuis plus d'une dizaine d'années, nous sommes évertués à présenter les documents annexes au budget. Le document initial, la loi de finances telle qu'elle est présentée, et tout d'abord il y a la partie légale qui présente les dispositions, et il y a les tableaux qui présentent tout d'abord les ressources budgétaires et les propositions de dépenses. Le budget, les dépenses sont présentées tout d'abord par entité administrative, c'est-à-dire quelle est l'entité qui dépense, et par nature de dépense. Est-ce qu'il s'agit d'une dépense de personnel, des salaires? Est-ce que c'est des dépenses pour acquisition de biens et services? Est-ce que c'est des transferts ou bien des subventions, c'est-à-dire des paiements sans contrepartie? Est-ce qu'il s'agit des dépenses qui sont liées au paiement de la dette, etc. Donc c'est ainsi qu'est présenté le budget. Mais par contre, si on veut comprendre le budget, il faut aller au document annexe. Tout d'abord, qui présente l'exposé des motifs du budget. Qui présente la situation macroéconomique, l'environnement international, l'environnement local. Toutes ces informations sont insérées dans un document qu'on appelle, qui regroupe les documents annexes. Ces documents-là regroupent également la situation du personnel. Quel est l'effectif par entité, par institution, la masse, les tranches d'âge. Donc il y a un volume d'informations, les comptes spéciaux du Trésor. Toutes ces informations-là sont dans le document. Donc, après avoir regardé le document initial, qui est le document, c'est la loi de finances en tant que telle, qui donne l'autorisation, c'est dans ce document que le Parlement autorise l'exécutif à exécuter le budget, mais les informations qui permettent de comprendre le budget se trouvent principalement dans les documents annexes au budget. Donc, en termes clairs, le grand public a intérêt, après avoir vu le document 1, se référer aux annexes du budget. Tout à fait. C'est fondamental. Et il y a beaucoup de détails là-dedans. Beaucoup de détails. Très bien. Donnez-nous un exemple. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand vous regardez les crédits du ministère de la Planification, vous allez voir la masse salariale est de temps. Mais vous n'allez pas voir quel est l'effectif, combien il y a de directeurs, combien de chefs de service, combien de messagers, etc. Donc, c'est dans les documents annexes que vous allez trouver ces informations. C'est dans les documents annexes que vous allez voir la répartition du budget par département géographique. C'est dans les documents annexes que se trouve également la répartition fonctionnelle
Parce que là, nous avons, dans la loi de finances, on a la répartition par entité, mais en fonction des grands objectifs socio-économiques poursuivis dans le budget, c'est la classification fonctionnelle qui donne ces informations. Par exemple, on peut dire que le ministère de la Santé occupe un pourcentage de tant pour cent, mais les dépenses liées à la santé ne sont pas faites uniquement par le ministère de la Santé. Okay? Donc, si vous avez les programmes des assurances, okay, c'est fait par des autres secteurs. Un ensemble de dépenses qui sont faites pas forcément par le ministère de la Santé, mais qui regroupent des dépenses de santé, de même pour les dépenses liées à l'enseignement. Vous avez l'école de la magistrature qui dépend du ministère de la Justice, mais les crédits de l'école de la magistrature ne se trouvent pas au ministère de l'Éducation nationale. Donc, lire l'enveloppe de l'éducation pour dire voilà ce que le gouvernement dépense en éducation, ce n'est pas suffisant. Il faut regrouper toutes les institutions qui officent dans l'enseignement pour comprendre quel est le volume de dépenses qui sont allouées à l'enseignement. Donc, ce sont les documents annexes qui fournissent ces informations pour mieux comprendre le budget. Très bien. Monsieur Silin, ce document, je pense qu'il y a un contrôle de qualité qui se fait aussi. Avec une formulation pour que le document puisse être bien préparé et livré au public. Comment se fait la cuisine pour arriver à ce contrôle de qualité? Normalement, il y a une équipe qui fait une relecture du document. À chaque fois parce que nous faisons des jets au fur et à mesure, même quand les chiffres ne sont pas finalisés, mais nous faisons des jets pour qu'une équipe fasse la relecture avant même que le document aille en conseil des ministres. Le fait d'aller en conseil des ministres, le ministre lui-même, il a une équipe, un cabinet qui procède également à la relecture du document. Et en conseil des ministres, les gens regardent le document pour voir ce qu'il y en est. Et le document, en tant que tel, dès qu'il est déposé au Parlement, il est publié sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Et avant même d'être finalisé, les gens peuvent avoir accès à ce document pour critiquer, avant même pour orienter le vote que le Parlement va devoir faire. Et il ne faut pas oublier que 15 jours avant la soumission du budget au Parlement, le document doit être transféré à la Cour supérieure des comptes pour un avis et pour éclairer effectivement le Parlement sur la lecture de ce document. Donc, il y a tout un mécanisme qui permet de finaliser, d'éviter qu'il y ait des erreurs dans le document budgétaire. Très bien. J'ai une question peut-être embarrassante, M. Silin. Un retard du budget ne vient pas nécessairement à la direction du budget. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Bon, nous-mêmes, nous nous évertuons. C'est pour ça que quand on prépare le budget, les gens passent la nuit à la direction générale du budget pour que le délai soit respecté. Et il faut dire, par exemple, on a toujours des situations particulières. Changement de gouverneur, par exemple, cette année, on a préparé 2 budgets dans l'espace d'1 mois. Oui. Alors que nous devrions disposer de 9 mois pour préparer le budget, nous en avons préparé 2 dans 1 mois. Donc, ce qui fait que on voulait, alors, le ministre tenait à respecter, le gouvernement tenait à respecter le délai légal. Donc, on s'est évertué à finaliser le document dans les délais légaux pour que le budget soit déposé au plus tard le 30 juin. On va dire, depuis quelques années, on voit qu'il y a cette préoccupation à savoir, le 30 juin, il faut que le projet de budget soit au Parlement. Oui. Donc ça a entraîné, je dirais, beaucoup de pression sur votre personnel. Oui, c'est une équipe que je félicite beaucoup, qui travaille d'arrache-pied. Et moi, je connais un directeur qui a passé 3 nuits sans même fermer les yeux. Donc ça veut dire que les gens travaillent pendant toute la nuit pour pouvoir délivrer la marchandise. Donc ça veut dire qu'on fait en 2 mois ce qu'on aurait dû faire en 9 mois. Oui. Mais toutes nos félicitations. Merci. Monsieur Silin, le budget est voté, les documents sont rendus publics. En quoi se résument les interventions de la direction du budget? Donc, quand le document est soumis au Parlement, il y a les commissions de finances et de branches qui préparent leur rapport sur le budget, c'est-à-dire ils font les désaffectations et les réaffectations, c'est-à-dire ils peuvent enlever des montants de telle enveloppe budgétaire pour allouer à telle autre enveloppe budgétaire, mais tout en maintenant l'équilibre. Parce que le Parlement, selon la loi, peut faire des désaffectations et des réaffectations, mais ne peut en aucun cas modifier l'enveloppe globale. Très bien. Donc, c'est ce rapport qui est soumis au vote par le Parlement et après vote qui est soumis au ministère de l'Économie et des Finances. Nous-mêmes, ce que nous faisons, une fois que ce rapport nous parvient, nous intégrons les différentes modifications au document initialement déposé. Okay? Nous l'intégrons dans le document pour rendre ce document, pour finaliser. C'est ce document qui va être promulgué et publié dans le journal officiel Le Moniteur. Donc, c'est ce travail que nous faisons et
les jours qui suivent le vote du budget par le Parlement. Maintenant, une fois que le document est publié, nous faisons ce qu'on appelle le postage des crédits. Okay? Nous avons un système qu'on appelle le système de gestion des dépenses publiques. C'est un système automatique qui permet au secteur d'avoir accès à leur crédit automatiquement que le budget est posté. C'est-à-dire, le système qui prépare le budget que nous appelons ELABUD va transférer les données vers un système qui permet la gestion des dépenses. Et comme le SysDEP est déployé dans les différents ministères, une fois que le budget est posté, à partir d'un clic, le secteur a accès à l'enveloppe globale qui lui est allouée pour l'exercice à venir. Voilà, et en gros, le travail que nous faisons une fois que le budget est voté. Donc, ça veut dire quelque part là, une fois le budget voté, vous faites le postage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions que réalise la direction du budget pour le suivi, les tests de conformité, etc. Oui, donc toutes les corrections que le Parlement a faites, okay, nous les intégrons, nous vérifions justement si tout est conforme, si l'équilibre est respecté, okay, sinon on attire l'attention des supérieurs hiérarchiques. Nous faisons tout ce contrôle-là avant même de procéder, parce que pour poster, il faut que le budget soit promulgué et publié. Maintenant, nous préparons le document, c'est la présidence qui envoie le document aux presses nationales pour que le document soit publié au journal Moniteur, au journal officiel Le Moniteur. Alors, si jamais un ministère ou un organisme quelconque de l'État voudrait avoir un ajustement de son enveloppe, est-ce que la direction du budget est la référence ou bien une autre... À quel moment? À quel moment? Oui, à quel moment? Ça dépend, parce que le budget est déjà voté. Et qu'est-ce close? Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de modifier, parce que le Parlement a voté, on ne peut pas changer le document voté par le Parlement. Donc, toutes les interventions qu'un ministère peut faire, c'est avant l'adoption au Conseil des ministres ou ultimement quand le document est au Parlement. Okay? Mais une fois que le budget est voté, nous n'avons aucune autorité pour faire des modifications. Mais en ce qui a été aux analyses, au cours de l'exécution du budget, est-ce que la direction du budget intervient à ce stade-là aussi? Oui, au contraire. La direction générale du budget intervient pendant tout le processus de l'exécution du budget. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons des contrôleurs financiers. Okay. Quand le secteur va commencer à faire une dépense à partir d'une réquisition, nous, à la direction générale du budget, on fait un contrôle de conformité, voir si toutes les pièces sont conformes, voir si les crédits sont respectés, etc. Donc, il y a un contrôle qui est fait au niveau de la direction générale du budget avant que la réquisition aille au Trésor via le comptable public, qui lui-même, avant de payer, fait une vérification pour voir est-ce que les normes sont respectées. Ça voudrait dire que la direction du budget fait le contrôle de conformité et ensuite transfère le dossier à la direction du Trésor. Oui. Donc, ceci, ça veut dire, voulait dire que c'est une rouge bourdonnante. Il y a beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'activités. Est-ce que ceci n'influe pas sur, je dirais, le mécanisme même d'élaboration du budget? Tout à fait. Par exemple, quand le contrôle même renseigne, c'est pour ça que quand on fait les conférences budgétaires, les contrôleurs sont partie prenante. Parce que les contrôleurs sont déployés au niveau des secteurs. S'il y a des erreurs au niveau des prévisions, le contrôleur est le mieux placé parce que c'est eux qui vont travailler avec les secteurs pour les prévisions de l'année prochaine. Effectivement, le contrôle même influe sur les prévisions futures. Très bien. Monsieur Silin, le budget est voté. La direction du budget dispose de 138 membres de son personnel. Quelles sont les plus grandes contraintes de cette direction? Bon, la première contrainte, c'est que là, on est dans une dynamique, parce que là, je vous ai dit que le budget est présenté par objet. On est dans une dynamique où l'on doit changer de système de budgétisation. Okay. Et pour changer de système de budgétisation, c'est toute une culture, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, il faut une réforme en profondeur. Donc la direction générale du budget, à elle seule, ne peut pas porter la réforme budgétaire. Il faut une volonté politique clairement définie, il faut un accompagnement de tous les secteurs, et il faut un personnel vraiment qualifié pour ce nouveau système de budgétisation. Là, on est depuis 2010 à l'avenue Charles Sommer, donc le personnel dont on dispose est assez réduit pour fournir le travail qu'on devrait faire. Donc. Okay.
le personnel est plus occupé à gérer le train-train quotidien. Or, on n'a pas assez de temps pour penser à la stratégie. Donc, il faudrait que le système, il faudrait que la réforme soit, je ne sais pas, revendiquée par tous les acteurs qui interviennent dans le circuit pour que nous puissions sortir de ce carcan du budget par objet qui rend le document très peu lisible, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pour aller vers un système de budgétisation par programme pour aboutir à une gestion axée sur les résultats. Donc, la contrainte majeure, c'est cette latitude qu'on n'a pas, et alors qu'on n'a pas encore, vers laquelle on tend, pour que l'on puisse passer vers un nouveau système de budgétisation, mais avec une réforme qui est appropriée par tout le monde, pas uniquement par la Direction générale du budget. Très bien. Vous avez pas mentionné, ça c'est intéressant à savoir, budget par programme. Et les contraintes sont là. Mais alors, si on voit le droit budgétaire haïtien, quelles seraient selon vous les grandes lignes d'une réforme de ce droit budgétaire en Haïti? Il faut dire qu'actuellement, on est en pleine modification du droit budgétaire parce qu'on dispose maintenant d'une loi qui est publiée le 1er février et qui révise le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Donc, c'est un pas. Et au niveau de la primature, on est en train de réviser le décret portant organisation de l'administration centrale de l'État, ainsi que le décret sur la fonction publique. Mais il faudrait que ces trois textes soient liés. Par exemple, il faut que le texte qui va être révisé, parce que l'organisation de l'État est liée à la réforme budgétaire. Donc, si on fait une réforme des finances publiques, il faut une nouvelle organisation de l'État. Donc, on est en pleine mouvance, mais il faudrait qu'il y ait plus de cohérence entre ces différents textes et après revoir également les lois organiques des ministères parce que il y a des lois organiques qui datent de 1960, 1980, 1987 qui ne sont pas adaptées aux nouvelles normes institutionnelles actuelles. Donc il faudrait toute une réforme. C'est vrai que la Constitution financière, c'est le point de départ, ce qu'on appelle la loi sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Mais il faut que tous les textes associés soient également modifiés pour assurer cette cohérence, qui sera la base pour la réussite de la réforme budgétaire. Alors, c'est le droit budgétaire qui doit, en principe, qui est un droit important au niveau de la réforme des finances publiques. Mais, M. Silin, qu'est-ce que vous auriez à dire au grand public, au commun des mortels, qui a le budget en main, qui est intéressé au budget? Qu'est-ce que vous allez à lui dire? Le commun des mortels. Bon, quand on regarde le budget, par exemple, là, on a fait, je me rappelle, il y a 2 ans, on a essayé de vulgariser le budget au niveau des départements. Et la première chose, quand il y a un investissement, quand on parle par exemple à un investisseur, il doit regarder quels sont les investissements qui sont programmés dans le budget et comment mettre à profit ces investissements-là. Parce que là, on voudrait faire en sorte que le budget serve le pays. Mais pour que ça serve le pays, il faudrait par exemple que la majorité des biens que nous achetons ne soient pas produits à l'extérieur. Donc, une lecture intelligente du budget suppose l'orientation des dépenses publiques. En quoi l'État va dépenser? Okay? Comment est-ce que, en tant qu'acteur, je peux faire en sorte que cette acquisition-là, je sois l'un des fournisseurs locaux? Pourquoi acheter des chaises, des bancs à l'étranger alors qu'il y a des professionnels qui peuvent en produire en Haïti? Donc, moi, je pense que pour que le budget puisse avoir un impact sur l'économie, il faut que les gens regardent quelle est la nature des dépenses qui sont faites dans le budget et comment on peut profiter de ces dépenses-là pour faire en sorte que l'économie en bénéficie. Très bien. Alors, au moment où nous parlons là, est-ce que la direction du budget est très sollicitée dans ce processus de vote ou bien la direction du budget observe les discussions?
Alors, on est sollicité, par exemple, n'oubliez pas que le budget est un document très technique, ça veut dire que Parfait. les nomenclatures, la nature des dépenses, ça répond à tout un ensemble de textes et nous sommes en quelque sorte le grenier en ce qui a trait à la disposition de certains documents. Donc on est sollicité chaque fois que quelque chose n'est pas clair et le Parlement fait appel au ministère pour des explications. Donc nous sommes toujours là. Pour répondre à chaque fois qu'un besoin se fait sentir. Donc, pendant tout le processus de vote, on est sollicité via le ministre des Finances par le Parlement. Très bien. Mais alors, la loi prévoit, par exemple, que depuis le 15 octobre, on démarre avec la procédure de mise en place de nouveaux budgets. Le lancement de ce calendrier dépend de la direction du budget ou bien de l'autorité supérieure? Alors, il faut dire que la nouvelle loi prévoit, dès le mois de juillet, Dès le mois de juillet. qu'on commence à la révision du cadre budgétaire à moyen terme. Très bien. Donc, nous veillons à ce que ces documents-là soient prêts pour soumettre au ministre un calendrier et le calendrier à partir du lancement pour toutes les étapes jusqu'au vote du budget. Donc, c'est nous autres qui préparons cette documentation et qui la soumettons au ministre. Très bien. Alors, c'est automatique. C'est automatique. Alors, ce document, une fois soumis, alors vous veillez au respect du calendrier de façon à ce que le 30 juin, puissions arriver à déposer le budget au Parlement. Maintenant, M. Silin, le budget est rendu public, mais les départements se plaignent de ne pas pouvoir, en principe, avoir un budget par département. Est-ce que ceci serait très coûteux pour l'État en termes d'information? Bon, il y a deux aspects quand on parle de budget par département. Et j'ai dit tout à l'heure que le document budgétaire, au niveau des documents annexes, on a la répartition des crédits budgétaires par département. Mais le budget des collectivités doivent être élaborés par les collectivités elles-mêmes. Okay. Or, la loi prévoit les mécanismes à partir desquels ces structures doivent être créées. Jusqu'à présent, on n'a pas ces structures qui doivent elles-mêmes préparer leur budget, voire pouvoir mobiliser leurs ressources et identifier les dépenses à financer. Et au cas où les ressources ne suffiraient pas, l'État central pourrait leur accorder une dotation pour compléter les ressources que ces structures auront à collecter. Donc ça, c'est le niveau, même on parle là de la décentralisation. Mais ce n'est pas l'État central qui va faire le budget pour les collectivités. Nous pouvons identifier certaines dépenses dans le budget qui sont liées à certaines collectivités. Mais selon la loi, et selon même les normes de financement, c'est pour ça qu'il existe les finances locales. Les finances locales doivent être gérées par les collectivités locales. Nous-mêmes, l'État central peut faire des transferts, mais il faut des finances locales, il faut un personnel qui soit adapté aux différentes collectivités pour qu'elles puissent avoir leur propre budget, quitte à ce que l'État central fasse des transferts aux besoins. Et l'inverse aussi peut être fait. Ça voudrait dire que le budget que nous voyons là, on peut l'exprimer par département et aussi par rubrique. Elle dépend de santé par département, mais cette information n'est pas encore disponible. Elle est disponible. Si vous avez un document annexe, vous allez voir le déploiement du ministère de la Santé à travers tous les départements, le ministère de l'Éducation nationale, à travers tous les départements. Les crédits sont détaillés par département. Mais comment la direction du budget peut-elle accompagner ces collectivités territoriales dans l'élaboration de leur budget? Bon, je me rappelle une initiative qui a été faite, c'est ce qu'on appelle la fonction publique territoriale. Très bien. Moi, je pense que c'est un point important à faire. Il faut que, par exemple, la première fois qu'on a initié cette démarche, nous autres, à la Direction générale du budget, nous avons participé à la formation de ces cadres-là. Donc, la Direction générale du budget est toujours disposée dès que le besoin est exprimé. Et nous nous évertuons à fournir la formation adéquate sur le processus budgétaire, les procédures d'élaboration, d'exécution, surtout le système en soi. Donc, nous pouvons accompagner les secteurs moyennant que le besoin est exprimé. Alors, ça veut dire que la direction du budget est prête à accompagner ces collectivités territoriales. Et également, les informations sont disponibles. Mais si quelqu'un veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il peut contacter la direction du budget? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes disposés, disponibles. Quoique nous n'ayons
pas beaucoup de temps, mais à chaque fois que quelqu'un a besoin d'une information, le personnel est là pour renseigner tout le monde, okay, à tout moment sur les informations dont ils auront besoin. Est-ce qu'il y a un service d'accueil à la direction du budget? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire quelque part là, la direction du budget est prête à recevoir le grand public, le citoyen qui veut se renseigner. Oui. D'ailleurs, le 8 mai dernier, on célébrait nos 55 ans d'existence. On a fait une journée porte ouverte. C'est juste pour dire aux gens que nous sommes ouverts. Ils peuvent venir consulter les informations dont ils ont besoin. Très bien. Alors, nous sommes enfin à la fin de cette émission où nous avons fait état du budget sous information financière publique. Mais vous, en tant que citoyen, quel est vos derniers propos à ce grand public qui vous regarde? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que, en fait, comme on le disait avant l'émission, la direction générale du budget n'est pas trop connue du public. Donc, le budget, c'est l'affaire du citoyen, pas l'affaire du ministère des Finances, ni pas l'affaire de l'État, parce que le budget est là, c'est à partir de ce budget que l'État fournit des services aux collectivités. Donc, nous attendons tous les critiques, nous sommes ouverts à tous les critiques, à toutes les suggestions et tous les conseils. N'hésitez pas, quand vous avez le document, lisez-le. Nous faisons l'effort de rendre ces documents disponibles par Internet et même en dur. Donc, quelle que soit la nécessité, nous sommes ouverts à la Direction générale du budget pour accueillir le public et pour leur donner toutes les informations nécessaires. Ainsi prend fin la 346e édition de votre émission Op Magazine. Nous disons un grand merci à M. Stylin pour sa disponibilité et à vous. Nous vous disons à bientôt. Approprions-nous de ce grand document qu'est le budget, source d'information financière publique. Et à bientôt. M. Stylin, félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.